Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 2 avril 2023. Dans les coulisses du livre, on rencontre Janie Lachapelle, spécialiste en activités cliniques au service d'adaptation et de l'information en médias substituts à l'INLB. Dans la chronique Raconte-moi une histoire, Mathilde Routy anime une entrevue avec Marie Barguirdian elle-même à propos de son album Le secret d'Alfred, publié chez Édito Jeunesse. Ensuite, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, nous présente des livres qu'on écoute et cette fois, ce sont des enquêtes. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore une fois, aujourd'hui, des livres et des découvertes à propos de littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on fait la connaissance de quelqu'un qui contribue à adapter les livres illustrés pour les enfants, à en faciliter l'accès aux lecteurs non-voyants ou malvoyants. Bonjour, Janie Lachapelle. Bonjour. Janie, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On vous reçoit au téléphone. Bienvenue à Imagemo à voix haute. J'aimerais débuter en vous présentant brièvement aux auditeurs et aux auditrices. Vous êtes aveugle depuis que vous avez 9 ans. Vous Oui. êtes la maman de 2 enfants voyants d'âge primaire. Oui, on va reparler de ça. Vous avez étudié en administration des affaires aux hautes études commerciales, au HEC. Vous avez intégré l'équipe de l'adaptation de l'information en médias substituts de l'Institut Nazareth et Louis Braille au début des années 2000 comme technicienne Braille. Et ça fait maintenant 16 ans que vous occupez le poste de spécialiste en activités cliniques dans ce service à l'INLB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? C'est quoi votre rôle? Bien sûr, le service d'adaptation de l'information en médias substituts, dans le fond, le mandat, c'est de rendre accessible l'information aux personnes qui ont des limitations visuelles, mais ça peut aussi être d'autres perception de lecture ou des problèmes de déficience intellectuelle légère, par exemple du spectre de l'autisme, toutes personnes qui ont des problématiques avec l'accès à l'information. Okay. Donc, mon rôle dans l'équipe, c'est sûr qu'on adapte plein de documents, on va donner des conseils sur comment adapter, est-ce que les choses sont accessibles, autant au niveau des documents que sur des pages web, par exemple, ou des formats sur différentes plateformes. Mon rôle dans l'équipe, c'est vraiment de coordonner les activités, de m'assurer que le livrable qui va être donné aux clients va être de qualité, va être dans les temps. Et c'est aussi d'innover dans les nouvelles façons de faire et de coordonner l'équipe dans le fond et de diriger l'équipe dans tout le processus d'adaptation. OK. Alors, nous, Imagemo à voix haute, c'est une émission à propos de littérature jeunesse. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour adapter les livres jeunesse illustrés? Principalement, la façon qu'on adapte les livres jeunesse, c'est qu'on va utiliser le livre dans sa forme imprimée, dans sa forme en librairie, et on va ajouter au livre une portion braille. Donc, chaque page, il va y avoir une pellicule autocollante transparente qui va être ajoutée sur chaque page où va être embossé le texte en braille. Principalement pour rendre le rendu du texte du livre disponible à la fois en imprimé et à la fois en braille. Et là, on pense à une situation où c'est un parent qui voit et qui fait la lecture à un enfant aveugle, qu'on veut commencer à familiariser au braille avant le scolaire, avant la petite école, pour justement commencer qu'ils apprennent à toucher, à reconnaître sans savoir ce que c'est des lettres, mais à reconnaître certains caractères braille et à commencer à se familiariser avec ça, au même titre que des enfants voyants se familiarisent avec l'écriture bien avant d'apprendre à lire. Donc, c'est le même principe. Ou une autre situation
l'illustration qui est la mienne, de permettre à un parent aveugle de pouvoir avoir des activités de lecture avec des enfants qui voient. Donc, à ce moment-là, on ne brime pas les images pour ces enfants-là, mais on peut faire la lecture et au même titre que tantôt, mes enfants, par exemple, apprennent à reconnaître de l'imprimé, du texte, sans même avoir à commencer à apprendre à lire. Fait que, principalement, c'est ça. Puis pour les illustrations, comment vous faites? Bon, ça, c'est un petit peu plus difficile, surtout avec des livres jeunesse, parce qu'on se rend compte que des illustrations, il faut que ça soit vraiment, vraiment très simpliste pour que ça soit reconnu, surtout par des tout-petits. Déjà que c'est la chose la plus difficile à percevoir, disons, des images, s'il y a un degré de complexité assez élevé. On pense à des plans tactiles, par exemple, ou des images géographiques vraiment détaillées. En relief, on a moins de possibilités au niveau de la précision, disons. Donc, avec les tout-petits, il y a les textures, qui est toujours le fun. Quand c'est un livre qui va parler, par exemple, d'une doudou douce, il y a certains livres déjà en imprimé qui intègrent ça, qui ont des pages texturées qui peuvent être intéressantes avec les tout-petits en situation de cécité pour aussi les stimuler à toucher le plus possible. Et il y a aussi, moi, j'utilisais, ce que je suggère aussi, c'est d'aller avec un à côté du livre pour, par exemple, utiliser les personnages en animaux 3D. Puis, c'est pas nécessairement des choses fabriquées, mais on sait que dans le marché, tous les petits animaux existent et sont facilement discriminables, ou des objets. Par exemple, le personnage du livre, c'est une situation à la table où il y a une fourchette, un couteau, de juste animer. Moi, je le faisais moi avec mes enfants parce qu'ils voyaient, mais avec un enfant qui a intensité, c'est pertinent parce que là, on touche au réel, il se concrétise vraiment l'objet réellement. Ce n'est pas une reproduction, c'est vraiment la vraie chose. Donc, ça stimule aussi la mémorisation mentale de cet objet-là, la reconnaissance parmi d'autres objets. Fait moi, je suggère beaucoup ça dans l'approche avec un enfant cécité, de vraiment y aller avec le plus possible des objets 3D réels. Puis est-ce que l'impression en 3 dimensions, l'impression 3D, c'est une façon intéressante de rendre une image signifiante pour un enfant non-voyant? Ça dépend, oui, ça peut l'être. Ça dépend lequel. Souvent, ce qui est plaisant avec des enfants, c'est que beaucoup d'objets vont exister pour les tout-petits. Des voitures, des animaux, toutes sortes d'objets. On n'a qu'à penser à les jouets usuels que les enfants aiment, soit que jouer au camion, à la poupée, avoir une maison avec tous les meubles dedans. C'est souvent des choses qui existent, qui peuvent être utilisées avec des enfants cécités. Quand les objets du grand public sont moins faciles à reconnaître, autant par leur couleur ou par leur grosseur ou leur relief, je peux dire. Nous, ici, au service, on a depuis quelques années des appareils qui nous permettent la conception et l'impression 3D. Fait qu'on peut aussi produire du matériel pour des tout-petits ou même des plus grands qui va permettre de visualiser, dans le fond, d'une façon mentale, en 3 dimensions, soit un plan, soit un objet quelconque qui est inaccessible au toucher. Là. On n'a qu'à penser on a fait une exposition avec le RAM où on présentait des monuments et avec la Ville de Montréal. Donc, on a fait en 3D les représentations de différents monuments à Montréal. On ne peut pas toucher ça, c'est beaucoup trop immense. Donc, les faire en 3D, ça nous permettait de vraiment visualiser qu'est-ce que ça a l'air, l'oratoire Saint-Joseph. Comment c'est l'architecture générale. On est moins précis que dans la réalité, mais ça donne une vue d'ensemble. En fait, vous faites ce que, je me trompe, là, vous me corrigerez, peut-être, en France, il y a l'association Les Doigts qui rêvent, qui donne des formations, qui conçoit, qui distribue du matériel pédagogique pour les enfants non-voyants. Est-ce que vous faites un peu la même chose pour le Québec? On est un peu le chef de file en matière d'adaptation, je dirais, puis nos appareils, entre autres 3D, nous permettent justement d'aller offrir ce service-là à nos clients. Fait que quand le besoin et qu'on est approché pour trouver une façon alternative de rendre accessible l'information, c'est un des moyens utilisés. Puis dans le cas ici de l'exposition là, du musée du MEM, c'était l'idéal qu'on puisse reproduire des monuments en modèle réduit.
produits parce que si on les trouvait dans le marché, c'était pas assez significatif. Donc, puis on les trouvait pas non plus, à moins que ce soit très rare dans des places touristiques. Là, c'était plus compliqué ou c'était beaucoup plus petit, il n'y avait pas assez de détails. Donc, oui, on va aller offrir ces services-là. C'est moins une mission propre du service, ça fait partie de la gamme. Oui, c'est ça. C'est une des choses que vous offrez. C'est ça, exactement. En terminant, Janie, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Puis vous avez lu des livres à vos enfants. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Bien sûr, un des coups de cœur qu'on avait dans la famille, autant avec mon garçon qui est maintenant âgé de 10 ans que ma fille de 7 ans, les tout petits, ont beaucoup aimé ce livre. C'est Le gros monstre qui aimait trop lire. C'est un livre qui a été écrit par Lily Chartrand, qui est aux éditions Dominique et compagnie. Oui. C'est un livre qui... les pages sont usées chez nous. Oui, hein? Et qui fait partie de leur classique de petite enfance. Donc oui, ça serait un coup de cœur. C'est à la fois comique et fantastique. Les enfants ont beaucoup apprécié. Et Julie Lachapelle, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps pour faire cette rencontre aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites, pour votre compétence, votre efficacité et votre enthousiasme à l'égard de votre travail essentiel et pour les livres jeunesse aussi. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Mathilde Routy discute avec Marie Barguerdjian, elle-même autrice et artiste, et elle parle de l'album de Marie, Le secret d'Alfred, publié chez Édito Jeunesse. On écoute. Aujourd'hui, on va parler de littérature et d'art. Et oui, ma collaboratrice, mon acolyte, ma mentor, Marie Barguerdjian, signe son 8e livre jeunesse autour d'un peintre. Le titre, Le secret d'Alfred, publié chez Édito Jeunesse. Vous avez sûrement déjà croisé sur les rayons de votre bibliothèque ou à la librairie un livre jeunesse autour de l'art. Ils prennent souvent la forme d'imagiers, de documentaires, de biographies, avec des visées assez pédagogiques, il faut le dire. L'approche de Marie est distincte, je dirais même l'opposé. Elle fait vraiment entrer l'enfant lecteur dans la toile. On décortique l'œuvre, on zoome sur un détail, on examine l'intensité d'une couleur. Marie devient nos yeux pour découvrir l'univers singulier d'un peintre. Et après Paul-Émile Bordua, Marcel Ferron, Bruegel, Kandinsky, Vermeer, René de Rohan et Riopelle, elle a choisi un peintre, un artiste multidisciplinaire québécois du XXe siècle, Alfred Pellan. Le secret d'Alfred m'a fait découvrir l'univers artistique de Pellan que, je dois vous dire, je ne connaissais pas du tout. J'adore comment le livre interpelle directement l'enfant lecteur, l'invite à regarder autrement, avec précision, chaque petit détail, mais tout en liberté. Chemin faisant, Marie nous initie en douceur à l'art, en encourageant créativité, liberté et expression de soi. Parmi cette immersion dans l'esthétique de Pellan, une histoire se cache, un fil conducteur qui structure le récit et nous dévoile le fameux secret annoncé dans le titre. Et puisque j'ai la chance d'avoir l'autrice devant moi, je vais tout de même lui poser quelques questions. Marie Barguerdjian, comment choisis-tu le peintre au centre de ton livre? Pourquoi cette fois-ci Alfred Pellan? Alors Mathilde, j'y vais souvent avec mes coups de cœur, mais je pense aussi à la façon dont je peux rejoindre l'enfant. Donc je vais choisir des peintres sur lesquels j'ai vraiment une inspiration pour écrire quelque chose qui va pouvoir me relier à l'enfant. Et puis, j'ai noté que chacun de tes livres sur l'art a une structure différente. Comme si tu voulais faire miroir à la démarche de l'artiste dont il est question dans le livre. Ah oui, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup en fait. Chaque artiste étant différent, j'essaye de donner une approche, évidemment, qui va refléter cette différence. Donc, je n'entre jamais de la même façon dans l'univers de l'artiste. J'essaye de trouver d'autres angles, de multiplier toutes les façons dont on peut aborder l'art.
Et puis, dans Le secret d'Alfred, par exemple, c'est une division en chapitres avec un peu de folie, 2, l'atelier d'Alfred. C'est comme ça que tu as voulu entrer dans le travail de Pelland. Oui, parce qu'il y a un petit côté bricolage aussi chez Pelland. Donc, je trouvais que c'était un artiste formidable pour mettre la création, la créativité même à la portée des enfants. Je crois que de mes livres, c'est le livre le plus proche de ça. Il peut vraiment donner envie de créer immédiatement. Chaque page suggère la façon dont on tient un crayon, la façon dont on travaille une peinture. Donc, c'est un peu comme si je faisais un travail d'artiste autour d'un artiste. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit René de Rouen quand j'avais fait le livre La fête de Chapultepec. Il m'avait regardé en me disant « Oh, finalement, tu es une artiste qui travaille sur l'œuvre d'un artiste. » Alors, un beau compliment. Ouais, c'était un beau compliment. Mais c'est vrai, au fond, ma fiction, c'est une façon de faire comprendre la réalité de l'art. Donc, j'utilise la fiction pour aller vers une réalité qui reflète ce que ces grands créateurs ont voulu faire. Merci Marie. Et je vous invite tous donc à aller découvrir ce dernier titre de Marie Barguerdjan, Le secret d'Alfred, publié chez Édito Jeunesse. Et une petite parenthèse, Marie propose des ateliers autour de ses livres, dont des ateliers artistiques. Et je dois dire que Marie sort toujours de ses créations qui sont incroyables et sublimes. Alors, je vous invite vraiment à consulter toutes les informations sur artstramgram.org. Merci beaucoup Mathilde. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers les titres mentionnés. En fait, Le secret d'Alfred, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires à Raconte-moi une histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguerdjan, Artstramgram. La chronique des livres qu'on écoute. C'est Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, qui nous propose encore aujourd'hui des livres jeunesse qu'on peut écouter en format audio. Bonjour Ariane. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous nous suggérez des livres où il y a des enquêtes. On enquête, alors on vous écoute. Parfait. On va commencer avec le premier tome de la série Sarah Lou, détective très privée d'Audrey Archambault, qui a été publié originellement aux éditions de La Bagnole en 2018 et qui a remporté le prix Cécile Gagnon, décerné par l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Wow! Sarah Lou est une jeune détective courageuse et logique. Elle trouve des indices, formule des hypothèses, fait des filatures et résout les mystères du vol dans le laboratoire informatique de l'école. C'est une enquête scolaire haletante et qui s'adresse à un public de 8 ans et plus, narrée par Marion Nolasco, que vous pouvez reconnaître la voix puisqu'elle a narré plusieurs titres de la série Juliette de Roselyne Brasset. Donc, on écoute un extrait dès maintenant. Lou Gagnon. Adjointe, Sophia Cavalli. Mystère. Qui a commis un vol dans le laboratoire d'informatique? Qu'est-ce qui a été volé? Pourquoi le labo a-t-il été saccagé? Information importante. 1. Des enquêteurs cherchent le coupable. 2. Pas de témoins. 3. Le voleur ou la voleuse a saccagé le labo. Ah ouais, c'est extrêmement organisé. Sarah Lou, hein? Très. On va continuer avec une autre enquête qui est Le voleur de sandwich d'André Marois, qui avait été publié aux éditions de La Pastèque en 2014, puis qui avait été, lui, récipiendaire du prix Alville Béline, qui est constitué d'un comité de bibliothécaires. Le sandwich de marin a disparu de sa boîte à lunch. Une fois passe, mais lorsqu'son sandwich disparaît de nouveau le lendemain, il faut dresser la liste des suspects. Est-ce que le voleur est un élève? Est-ce que c'est un enseignant? Puis jusqu'où Marin va jusqu'où Marin va se rendre pour découvrir le coupable. C'est un court roman qui vous garde en haleine du début à la fin, puis qui va vous arracher quelques sourires. Ouais. Puis vous pouvez se plonger dans cette enquête sous la plateforme de audio de Radio-Canada, toujours disponible qu'on peut retrouver sur le site de BANQ. Puis on écoute un court extrait. Ouais. Incapable de me concentrer, je regardais les plaques de peinture qui se décollaient du plafond. C'est très court, mais ça donne le goût. Oui,
OK, on continue avec le 3e. Nous enchaînons avec Luc et les mystérieuses disparitions de Nicolas Aumet, qui s'inscrit dans l'univers du célèbre classique du cinéma québécois, La Guerre des Tucs. Oui. De ma génération. Depuis qu'une nouvelle version de ce film est apparue en 3D sur nos écrans, une série de livres a été développée qui met en scène les personnages du film La Bande des Tucs. Dans ce roman, les enfants voient tour à tour disparaître des objets qui sont chers à leur cœur, un clairon, une luge, une collection de livres. Chacun y vote son hypothèse afin de déterminer qui a volé les précieux objets. C'est un plaisir d'entendre ces enfants travailler ensemble afin de trouver les objets volés. À plusieurs reprises, on se surprend nous-mêmes à se retrouver en enfance en écoutant les échanges animés entre les membres du groupe, puis on écoute un extrait maintenant. Je me redresse en position assise en moins d'une fraction de seconde. J'écoute attentivement. Crapaud et crapaud, encore les notes! Le son est faible, mais je suis certain d'entendre un clairon ou une trompette. C'est pourtant impossible. Ce doit être ma tête qui me joue des tours à cause du vol du clairon de mon père. Tout à coup, une rafale de vent réussit à entrouvrir la porte de la grange et j'entends encore une fois le son familier d'un instrument à vent. C'est exactement à ce moment qu'une certaine panique s'empare de moi. Mes amis me suivent à l'endroit où j'avais laissé le clairon de mon père. Les branches de mélèze gisent un peu plus loin, comme si quelqu'un les y avait jetées. Mais il n'y a pas que les branches déplacées qui créent l'illusion d'une scène de crime. Regardez! Ces traces dans la neige, ça peut pas être les miennes. Elles n'y étaient pas quand j'ai déposé mon clairon au pied de cet arbre. J'enfonce ma botte dans la neige juste à la droite de l'empreinte trouvée. La trace de botte inconnue est presque de la même taille que la mienne, seulement un peu plus grande. C'est magnifique parce qu'on connaît les personnages. C'est ça qui est génial dans cette série-là. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis on replonge dans un classique, mais qu'on voit de manière littéraire puis orale par la suite. Puis on va continuer avec un autre classique, je suis très, très nostalgique, avec Rouge Poisson de Michel Marino, qui a été publié pour la première fois en 2000 chez les éditions de La Courte Échelle. C'est un roman policier qui est un grand classique là, maintenant de la littérature québécoise. Rouge Poisson, ben oui, on connaît ça. Oui, puis c'est étudié dans les écoles, c'est ça. Oui, un classique. Ce roman est campé sur le plateau du Mont-Royal, puis on tente de découvrir le responsable des empoisonnements en série chez les jeunes du quartier. Le père de Sabine, Pierre Ross, est le policier chargé de l'enquête. Toutefois, Sabine s'y intéressera un petit peu trop près. Puis c'est un suspense qui nous pousse à ne pas lâcher l'écoute. On peut écouter dès maintenant un extrait. Joe est mort au cours du transport à l'hôpital. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à des hémorragies causées par l'absorption d'une dose massive d'épacourine, un puissant anticoagulant. Dans quelles circonstances Andrew avait-il pris ce produit? Et comment en avait-il absorbé une telle dose? Personne n'a pu répondre à ces questions. Wow! Toute une enquête. Vraiment. Marika et ses amis, c'est notre dernier titre qu'on va présenter aujourd'hui. Marika et ses amis, Le mystère du moulin de Lucie Cavazali et Geneviève Després aux éditions Urtubise. Vous rêvez à vos vacances, plongez dans ce court roman suspense qui se déroule en plein été à Val-du-Lac. Vous plongez dans l'ambiance en moins de 2 grâce au son de criquet, des grenouilles et du chant du coq qui agrémente ce livre audio. Suivez Marika dans ses recherches sur le vieux moulin qui lui permettront de faire la rencontre du jeune Mathieu entre un oncle louche, des énigmes et un trésor caché. Vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Puis on écoute un extrait. Toute mon attention. Madame Castonguay est décédée en mars dernier et depuis, on dit qu'il se passe des choses bizarres à son moulin. À croire qu'il est hanté par la pauvre vieille. Il y a des gens qui parlent de fortune ou d'héritage caché. J'ai tout à coup très hâte de retrouver Annie et Francis. Il y a du mystère dans l'air. Les vacances vont être intéressantes. Ce qui est intéressant dans ces écoutes-là, en fait, c'est que les textes sont lus par des comédiens, des gens qu'on reconnaît. C'est intéressant parce qu'on est ça contribue à nous faire entrer dans l'action. Oui, ça, on vit l'histoire avec eux. C'est vraiment intéressant, oui. Ah, c'est génial. Alors, on a déjà hâte à l'été pour écouter ça. Donc, c'est 5 belles suggestions, Ariane, et on rappelle que les auditeurs vont trouver toutes les références à propos des livres dont vous nous avez parlé sur le site de l'émission. Je vous remercie, Ariane. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. Merci beaucoup. Les actus littéraires.
d'autres idées de lecture et de sorties littéraires et vous trouverez tous les liens vers les événements et les activités mentionnées sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 9 avril, à Marie raconte, je lis l'album Trèfle de Nadine Robert et Kinling, publié aux éditions Comme des géants. Autour de la chèvrerie où habite Trèfle et sa famille, il y a toujours un tas de choses à faire, comme cueillir des bleuets ou ramasser des champignons. Trèfle a envie de faire tout ça, mais c'est difficile pour elle de faire un choix. Le jour où une petite chèvre s'aventure loin de la ferme, Trèfle comprend que pour la sauver, elle doit prendre une ou des décisions rapidement. Un album qui permet de réfléchir avec les petits et les grands sur ce qui guide nos choix dans la vie. On en écoute un extrait. Soudain, quelque chose attira l'attention de Trèfle dans les fougères. Il y eut d'abord un bruissement, puis une sorte de petit cri. Curieuse, la gamine sortit de l'eau et s'avança dans les feuillages. Une petite chèvre dressa la tête hors des fougères. Trèfle aperçoit alors la petite chèvre en poussant les hautes herbes de ses bras. « Ça alors, Pivoine, que fais-tu là? Tu nous as suivis? » Trèfle fit 3 pas vers la petite chèvre qui s'éloigna en sautillant. Alors j'en profite pour le souligner aujourd'hui, 2 avril, c'est la Journée internationale du livre pour enfants et c'est également l'anniversaire de Hans Christian Andersen, né au Danemark en 1805. Célèbre auteur des contes connus comme La Petite Sirène, La Petite Fille aux Allumettes, Le Vilain Petit Canard, Les Habits Neufs de l'Empereur. Bonne journée! Du mercredi 12 au dimanche 16 avril se tiendra le Salon international du livre de Québec au Centre des congrès de Québec, au 1000 boulevard René-Lévesque Est. La programmation est disponible sur le site web. Pour info, composez le 418-692-0010. Samedi 8 avril, de 10h30 à 11h30, il y aura Heure du conte pour Pâques, suivi d'un bricolage avec Michel Tremblay à la bibliothèque L'Angelier, au 64-73 rue Sherbrooke-Est à Montréal. C'est pour les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés. Inscription en bibliothèque ou au 514-872-4227. Pour plus d'infos, voir le lien sur le site de l'émission. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et les collaborateurs. Jeannie Lachapelle, spécialiste en activités cliniques du service d'adaptation de l'information en médias substituts à l'INLB. Marie Barguerdian et Mathilde Routier pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire. Ariane Chalifou, bibliothécaire, coordonnatrice au service adapté à BANQ pour ses suggestions de livres en format audio. Michel Brûlé au soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie et au montage. Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Joyeuse Pâques et bonne lecture!